Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, on va faire des points réguliers sur la saison de Formule 2 et vu que nous sommes à peu près à la mi-saison, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un second point sur nos 22 jeunes qui égayent nos samedis et nos dimanches. Ah oui, et pour information, je ne parlerai pas de la Formule 3 pour l'instant car le timing ne s'y prête pas et car j'ai pas trouvé la bonne formule avant le Grand Prix de Belgique, mais ne vous inquiétez pas, le sujet reviendra bientôt. Après 6 meetings et donc 12 courses, on commence déjà à avoir une hiérarchie qui s'est établie et donc on commence à avoir un avis solide sur chaque pilote. Pour commencer, je vous mets le classement du championnat du monde. Nous avons Aylot qui mène devant Schwartzman, Lundgaard et Tsunoda, puis c'est très serré entre les places 5 à 10 de Mike Schumacher à Dan Ticktum. Dans la deuxième partie de tableau, Giotto, Aitken, Armstrong, Matsushita et Daruvala sauvent un peu les meubles. Alesi, Gelael, Piquet et Nissany ont pris quelques miettes et Markelov, Sato et Samaya sont toujours à 0. Afin de simplifier les choses, on va regrouper les pilotes dans des catégories au sein de cette vidéo et la première catégorie c'est pour les pilotes que j'ai notés sans intérêt. On y retrouve tout d'abord ceux qui n'ont pas marqué le moindre point. Guilherme Samaya qui est la lanterne rouge du championnat, pas encore au niveau de Raghunathan mais dans l'idée on s'en rapproche. Marino Sato qui ne parvient pas à s'approcher du top 10 et Artem Markelov qui ne cesse de nous décevoir en ne parvenant jamais à montrer quelque chose de positif. J'ai aussi ajouté Roy Nissany qui, très honnêtement, m'avait agréablement surpris lors des 2 premiers week-ends où il se battait pour les points. Je me disais qu'il n'était pas aussi mauvais que ça et qu'il ne fallait pas le discriminer à cause du portefeuille de papa, mais la suite a totalement donné raison à ceux qui le dénigraient. Il n'est plus du tout dans le rythme et il y a même eu des erreurs très grossières, donc voilà, ça reste très mauvais au final. Sans intérêt également pour Giuliano Alesi qui n'a été visible que lors du premier week-end. Depuis sa casse moteur sur la course sprint en Autriche, c'est silence radio. Son équipe ne l'aide sûrement pas mais ça ne peut pas tout expliquer. En tout cas, Giuliano est en train de disparaître des tablettes, on est en train de l'oublier et ça ne présage rien de bon pour son avenir. Enfin, j'ai placé là Sean Gelael avec seulement 3 points contre 63 pour son coéquipier. Il est clairement une grosse déception, mais pour être tout à fait honnête, il faut souligner qu'il n'a pas été aussi honteux et largué que les années précédentes. Ça reste quand même sans intérêt et j'en profite pour lui souhaiter un bon rétablissement car comme vous le savez, il s'est blessé en retombant d'un vibreur à Barcelone. Juste au-dessus de ces 6 pilotes, il y en a un que j'ai du mal à placer, c'est Pedro Piquet. Je ne trouve pas qu'il mérite d'être dans les sans intérêt, car c'est un rookie qui fait rarement des erreurs et qui se montre à la porte des points. En clair, c'est loin d'être catastrophique et en plus il est jeune et il progresse, en témoignent ses premiers points lors de la dernière course. Du coup, il se retrouve seul dans la catégorie que j'ai appelée c'était pas mauvais mais c'était pas génial non plus, du coup j'attends de voir. Bien, après avoir parlé des 7 pilotes qui occupent les dernières places du classement, nous allons parler de 4 pilotes qui occupent la majorité des discussions. Je veux parler des 4 pilotes de la Ferrari Driver Academy. Et on commence par un pilote dont je ne comprends pas la méforme, un pilote qui m'avait beaucoup impressionné au début, un pilote que je voyais jouer les premiers rôles, Marcus Armstrong. Deuxième lors de la toute première course, il abandonnait sur ennui mécanique le lendemain avant de confirmer le week-end suivant avec une 7e et une 3e place. Mais en Hongrie, il s'est fait harponner par Markelov et depuis, c'est la catastrophe. Lors des 2 week-ends à Silverstone et du week-end à Barcelone, il a été totalement largué, souvent au-delà de la 15e place et je dois avouer ne pas comprendre la différence entre ces 2 premiers week-ends et ces 4 derniers week-ends. On va mettre ça sur le compte de son manque d'expérience, c'est clair que c'est seulement sa première saison de Formule 2, alors on va lui laisser du temps, mais sa disparition est clairement inquiétante. Mais au sein de la Ferrari Driver Academy, 2 pilotes se distinguent puisqu'ils mènent le championnat, Callum Ilott et Robert Schwarzman. Le Britannique de chez Univirtuosi en est à sa 2e saison de F2. Lors de sa première, il avait réalisé une pole et 2 podiums avec Charouz pour une 11e place du général. Là, il est leader avec 121 points et 2 victoires en course longue. On le savait bon, on le découvre excellent. À 22 ans, son incroyable rythme de course n'a pour l'instant d'égal que sa régularité. Hormis une course sprint autrichienne moyenne et une erreur à Silverstone, il a toujours été dans le top 8, même mieux, il faut toujours compter sur lui pour le top 5. Son dauphin, c'est Robert Schwartzman, la pépite, le bijou. Si Aylott avait du talent et l'exprime de manière surprenante, Robert, lui, était vu par tout le monde comme un crack et il bénéficie déjà d'une grosse cote. Mais il faut aussi dire qu'il l'a mérité. À 20 ans, le Russe restait sur un titre de Formule 3 et est arrivé comme une balle en Formule 2. Victoire en course longue en Styrie et en Hongrie et leadership total. Sincèrement, sur les 3 premiers week-ends, il n'y avait rien à dire à part un spin en course 2 en Styrie. C'était clairement impressionnant. Mais à Silverstone, il a été hors du rythme.
Étonnamment très loin des points lors du premier week-end, il a quand même réalisé le tour de force de se montrer capable de jouer le top 5 lors du deuxième meeting. Preuve qu'il apprend très vite. Il allait même gagner la course sprint avant que... Bref. Et en Espagne, il s'est remontré à son vrai niveau, deuxième avant de faire seulement 13e le lendemain. Du coup, Robert se retrouve seulement deuxième du général, un peu derrière Ilott, mais qu'on ne s'y trompe pas, il est juste exceptionnel. J'espère qu'à Spa et à Monza, il pourra montrer que Silverstone était juste un one-off et qu'il pourra concurrencer Ilott pour le titre jusqu'au bout. Du coup, concrètement, la place de Giovinazzi chez Alfa Romeo tend les bras à un de ces deux pilotes. Vu leur parcours, vu leur talent et vu leur place au sein de la Ferrari Driver Academy, ce serait logique. Mais il y a deux problèmes. Le premier, qui prendre ? Ilott est excellent et force le respect, mais vaut-il suffisamment le coup pour se passer du talent générationnel qu'a l'air d'être Schwartzman ? Et à l'inverse, peut-on prendre Schwartzman dès sa première saison ? Et si Ilott gagne le championnat, que se passera-t-il ? La question est encore loin d'être tranchée, il va falloir passer la fin du championnat, mais Ferrari doit déjà commencer à se faire des cheveux blancs. Le deuxième problème, il est allemand et il s'appelle Mick Schumacher. Sur lui, j'ai l'impression que personne n'est objectif. D'un côté, il y a ceux qui l'idolâtrent déjà. Le fils du Kaiser doit avoir un destin doré, c'est certain. De l'autre côté, il y a ceux qui le descendent juste à cause de son nom. Il n'est là que parce qu'il est pistonné. D'ailleurs, ça se voit cette saison, Ilott et Schwartzman lui mettent une pilule. Autant le dire tout de suite, je suis totalement opposé à ça et j'ai une vision beaucoup plus neutre. Pour faire simple, je dirais que je le trouve vraiment bon. Après une saison d'adaptation, il prouve en 2020 qu'il n'est pas là par hasard. 5e du général, double podium en Hongrie, quasiment toujours dans le top 5, il a des arguments très solides et je n'approuve pas ceux qui disent qu'il fait une mauvaise saison ou que Schwartzman lui met une leçon. Ce n'est pas vrai. En revanche, il a beaucoup de petits défauts et ça le place en retrait de ses deux compères de la FDA. La sortie de piste en Autriche alors qu'il jouait la victoire, l'accrochage avec Schwartzman à Silverstone, un rythme parfois un peu en dessous, pas de victoire, tout ça contribue à le mettre un peu derrière niveau points et à faire de lui le 3e homme de la Ferrari Driver Academy. Mais je répète, il fait une bonne saison et il n'est pas si loin d'Ilott et Schwartzman. Le problème c'est que vu son nom, il va devoir plus que les autres prouver qu'il mérite sa place. S'il veut aller en Formule 1, il va donc devoir faire une deuxième partie de saison absolument incroyable. J'ai hâte de voir ça. Bon allez, il n'y en a pas que pour Ferrari, on passe au clan Red Bull avec les deux Carlin de Daruvala et Tsunoda. L'Indien me déçoit clairement pour l'instant. Ce n'est que sa première saison donc je vais être indulgent, mais il est souvent assez loin du compte. Pour un 3e de Formule 3, on en attendait plus et on commence à se demander si le niveau de sa Prema ne faisait pas tout. Je ne serai pas aussi extrême, mais il va falloir qu'il montre de la progression. Quand on regarde l'Autriche et la Hongrie, on serait tenté de dire la même chose de son coéquipier Yuki Tsunoda, mais le japonais nous a surtout offert 4 week-ends incroyables qui font de lui le 4e homme du championnat. Déjà, il aurait dû gagner la course longue en Styrie après une splendide maîtrise sous la pluie, mais il a eu un problème de communication radio. Ensuite, il a confirmé ça à Silverstone où il a toujours été en lutte pour le podium et il a même pris une victoire en attendant sagement derrière les deux Prema et il a encore plus confirmé en Espagne où il a fait 2 fois 4e, ce qui est très solide. Franchement, il n'y a rien à dire, il s'est adapté super vite, il surpasse nos attentes, il met la pression sur Kat et sur Juri Vips, franchement c'est très bien, on commence à parler de lui chez AlphaTauri, j'ai hâte de voir sa deuxième partie de saison pour voir s'il sera capable de confirmer ça et de se montrer comme un candidat vraiment réel pour cette place en Formule 1 dès l'an prochain, ce que je ne le pensais pas capable de faire, donc grand bravo. Parlons aussi rapidement du clan Renault, en commençant par Guan Yu Zhou qui déçoit un peu. Alors il faut souligner qu'il a été malchanceux, notamment en Autriche, mais il faut bien avouer qu'il est un petit ton en dessous. Il semblait parti pour dominer le championnat, mais en réalité, il se bat plutôt pour les places 5 à 8. C'est loin d'être mauvais, et il fait tout de même une très bonne saison, mais on le pensait capable de faire mieux. À voir s'il pourra hausser son niveau sur la deuxième partie de saison, mais pour le moment, il ne ressemble pas à quelqu'un pour qui on peut refuser Fernando Alonso. En plus, il est soumis à une concurrence interne assez féroce avec la présence de Christian Lundgaard. Le Danois n'a que 19 ans, mais il s'affirme déjà comme l'un des futurs grands de la Formule 1 potentiellement. On se dit qu'une place lui tend les bras dans un avenir plus ou moins proche. Pour sa première saison, il est déjà 3e du général et, hormis en Hongrie où il s'accrochait avec Giotto et en Espagne où il n'était pas dans le coup, il joue le podium à chaque course. Très clairement, s'il continue sur cette lancée, Lundgaard va s'imposer comme un talent de la F1 ne pourra pas se passer, ce qui est clairement très fort, mais vu le timing, va au moins falloir qu'il fasse une deuxième saison de Formule 2, donc bon, il n'y a pas d'urgence, première saison excellente, il va y en avoir une deuxième pour progresser, quand on voit déjà son niveau aujourd'hui, ça laisse rêveur sur son niveau dans un an et demi.
Passons désormais à la catégorie belle surprise et j'y ai mis 3 pilotes et j'avais envie de commencer par le Brésilien Felipe Drugovich. Pour être tout à fait honnête et comme beaucoup de monde je pense, je ne le connaissais pas du tout avant cette saison, je savais simplement qu'il avait gagné l'Euroformula Open et qu'il sortait d'une 16e place en Formule 3, donc je m'attendais pas à quelque chose d'immense. Et pourtant, dès le premier week-end, il s'est montré 8e en course 1 et victoire totalement écrasante en course 2. Après un week-end styrien plus compliqué, il a retrouvé la 5e place en Hongrie avant de signer la pole à Silverstone, excusez du peu. 7e et 6e ce week-end-là, il a encore obtenu un top 10 la course suivante avant de faire 7e puis 1er en Espagne. Autant dire que vu son pédigré, c'est absolument impressionnant, personne ne l'attendait aussi fort, il a déjà 2 victoires et une pole, il est 8e du général, bref, c'est clairement énorme. Comme l'a très bien dit le Blabla F1 dans une vidéo très récemment, je ne vois pas trop quel peut être son avenir, mais en tout cas sur la piste, il se montre vraiment comme un très gros talent, il a des grosses perfs, de la grosse régularité, donc bravo, il n'y a rien à redire. Juste devant lui, on retrouve Nikita Mazepin qui, enfin, est compétitif. Pour resituer le bonhomme, il a fait 2e de GP3 en 2018, mais sa première saison de F2 en 2019 a été très décevante, seulement 18e avec 11 points inscrits, quand son coéquipier gagnait le championnat. Du coup, je ne m'attendais à rien pour cette saison et les 4 premières courses le confirmaient, aucun point dans les 3 premières et seulement une 8e place dans la 4e. Mais depuis la Hongrie, il est tout simplement survolté. 2e en course 1 après une splendide remontée, il fait 5e le lendemain et enchaîne à la Silverstone avec la victoire dans la course longue. Résultat encore plus impressionnant quand on regarde ce qu'il a fait après, 5e, 4e, 8e, 13e et 6e. Aujourd'hui, Mazepin est un concurrent sérieux pour la victoire chaque week-end et c'était clairement pas une chose à laquelle je m'attendais. On le croyait pilote payant au destin raté, on se rend compte que c'est un vice-champion de Formule 3 qui performe en Formule 2 après une saison d'adaptation, j'aime bien. Et dernière belle surprise en la personne de Daniel Ticktum. On connaît tous le Britannique, souvent pour des choses pas très glorieuses, et honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre pour cette saison. La seule chose que je me disais, c'est qu'on allait enfin pouvoir le comparer à des pilotes qui étaient à peu près du même niveau, ou en tout cas qui aspiraient à être du même niveau que lui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en sort très bien. 5e et 3e dès l'Autriche, il avait directement montré de quoi il était capable. Depuis, il n'a jamais déçu, 8 fois dans le top 10 lors des 10 courses suivantes, avec notamment une 2e place en course 2 styrienne et une victoire en course 2 à Silverstone. Ses performances marquantes et surtout sa géniale régularité en font un candidat sérieux. Joli tour de force, j'ai hâte de voir la suite. Bien, et pour finir cette vidéo, j'ai décidé de faire un point sur les anciens. On commence avec Matsushita qui n'y paraît pas mais qui dispute déjà sa 5e saison de Formule 2. Par le passé, il nous a habitués à des saisons correctes conclues dans le top 10 du général et sa saison 2020 est du même acabit. Noaboru traîne toujours aux portes des points, est capable d'en marquer et sort parfois des coups exceptionnels comme sa victoire en Espagne dans une course folle. Je ne sais pas à quoi tout ça va le mener, il ne fait pas partie des tout meilleurs, mais il faut avouer que sa saison est bonne. J'aurai le même constat en encore plus positif pour Louis Delettra qui trône à la 9e place du général avec 2 podiums et des points marqués lors de 9 des 12 courses. Je le voyais beaucoup plus en retrait, là il joue le top 10 voire mieux à chaque week-end et c'est très bien. Vous me direz qu'au bout de 5 saisons de Formule 2, il était temps et vous n'aurez pas tort, mais j'ai quand même envie de souligner la très bonne saison de Delettra. Je suis beaucoup plus dubitatif au sujet de Jack Aitken que j'attendais parmi les tout meilleurs de ce championnat. Est-ce dû au niveau de sa Campos? La question se pose, mais avec seulement 33 points, il est beaucoup trop en retrait. Pourtant dans le coup en Styrie et double podiumiste à Silverstone, Jack a du talent mais il traîne trop souvent autour de la 14e place. Il va falloir hausser le niveau et être plus régulier. Enfin, je termine par Luca Giotto qui, définitivement, vit ses dernières heures en Formule 2. Repêché de justesse par Hightech pour épauler Mazepin, il déçoit. 3e l'an passé, il ne s'est montré à son avantage qu'en Hongrie et en Espagne. Souvent malchanceux, il faut aussi dire que son rythme est trop irrégulier. 11e du général et décroché, il n'a plus grand chose à espérer. Voilà, c'est ainsi que se termine ce point Formule 2. Il était peut-être un peu long mais j'avais besoin à la mi-saison de revenir sur chaque pilote dans le détail. Je trouvais important d'avoir un point complet sur vraiment tout le monde. Voilà, maintenant la parole est à vous dans les commentaires. J'ai hâte d'entendre vos avis, là où vous êtes d'accord avec moi, là où vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi qui vous déçoit, qui vous plaît particulièrement. Bref, la parole est à vous.
Pour simplifier un peu les choses, je vous propose de me donner 3 tops et 3 flops pour ce début de saison, comme ça on pourra continuer la discussion dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement et au partage, toutes ces petites choses qui peuvent aider à faire grandir la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.